Bonjour à tout le monde, ceux que je n'ai pas encore salués dans le chat quand ils sont arrivés. Je vous souhaite à tous une très belle année, plus que jamais une bonne santé. Plein de réussite dans vos projets universitaires, personnels, tout plein d'amour, tout plein de concerts qui vont tous reprendre, bref, plein de bonheur. Alors moi, je suis ravie de vous retrouver dans ce séminaire qui va courir comme l'an dernier sur toute l'année 2022. Ça commence bien puisque nos intervenants du jour nous ont concocté en duo une très belle séance sur black metal et musiques électroniques. Alors, je ne vais pas m'étendre sur la présentation de la thématique elle-même puisque Baptiste Pilot va commencer par introduire la thématique de la séance avant de nous parler des projets périphériques de la scène black norvégienne. Et la deuxième partie de la séance sera présentée par Baptiste et Julia Dima, seconde partie qui sera consacrée au genre du Dungeon Synth. Alors, je rappelle que ces exposés, donc seulement les exposés sans les questions, seront enregistrés et diffusés sur la chaîne YouTube de l'IASPM BFE. Donc, avant de laisser la parole à Baptiste et Julia, deux petits mots sur nos intervenants. Alors, Baptiste Pilot est docteur en musicologie de l'université de Rennes 2. Sa thèse portait sur l'histoire de la scène norvégienne de black metal dans les années 90. Ses recherches sont consacrées au métal extrême dans ses composantes historiques, musicales, imaginaires et idéologiques. Et en parallèle, il étudie le Dungeon Synth à travers l'analyse de sa musique et de son imaginaire. Il a donné des cours sur les musiques populaires à l'université Rennes 2 et il est également membre de l'International Society for Metal Music Studies. Julia Dima, qui parlera donc en seconde partie, est doctorante contractuelle à l'université Sorbonne Nouvelle et au CERLIS sous la direction de Catherine Rudan. Elle prépare une thèse en esthétique et sciences de l'art sur la vocalité dans le black metal, qui interroge l'usage expressif de la voix dans ce genre, ainsi que l'articulation du sens et de la forme dans la performance musicale. Et de manière plus large, elle étudie la manière dont des œuvres sont investies de sens au sein d'un genre musical, notamment à travers des recherches sur le Dungeon Synth. Et elle enseigne également l'anglais au sein du master médiation de la musique de l'université Sorbonne Nouvelle. Et je ne prends pas plus de temps à nos intervenants. Baptiste, je te laisse prendre la main. Je vais faire l'écran partagé. Hop là. Mes grandes techniques de zoom. C'est bon, vous voyez tous mon PowerPoint. Mettre plein écran. Hop là, voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être présents et présentes à cette séance de séminaire de l'association. Et merci de nous accueillir. Je vais très rapidement introduire la séance d'aujourd'hui. Alors, nous n'allons pas ici donner des papiers, mais vous proposer de vous livrer plutôt leur cuisine. Il s'agit pour nous d'adopter une approche réflexive sur les travaux que nous avons effectués, ce qui à nos yeux correspond aux missions d'un séminaire, c'est-à-dire la mise en partage des recherches et des manières de les mener. De plus, Yulia et moi, d'une certaine manière, on vous a un peu tendu un guet-apens, puisque en réalité, on ne va pas beaucoup parler de black metal, mais on va surtout vous parler des catégories musicales et de la manière dont elles peuvent être construites et étudiées. Donc, au fond, il s'agit moins d'une séance autour d'un sujet, donc le black metal et ses liens avec les musiques électroniques, qu'une séance autour d'une question plus transversale et qui, je pense, intéressera tout le monde. Donc, dans un premier temps, je vais vous, vous redonner un petit peu un de mes chapitres de thèse, qui était mon chapitre confinement, que j'ai écrit lors du premier confinement, qui est donc sur les projets périphériques de la scène, et puis ensuite, on va avoir un petit temps de pause, de questions, un petit temps de pause si c'est possible, et ensuite, on va vous parler avec Julia de notre travail sur le Dungeon Synth. Alors, je vais tout de suite enchaîner avec ma communication. Donc, dans cette communication, je vais interroger la présence des projets périphériques dans la scène norvégienne de black metal des années 90. L'idée, en fait, c'était d'étudier la musique produite par cette scène. Et donc, parmi les musiques produites par cette scène, il y a évidemment le black metal, mais il y a aussi tout un autre tas de projets qui se situent à la périphérie, qui sont plutôt de musique électronique. Alors, on pourrait les imaginer ou les considérer comme anecdotiques, ou n'être que le fruit de quelques expérimentations mineures. Or, ces projets, ce n'est vraiment pas le cas, et je vais tâcher de vous expliquer en quoi, et surtout, je vais vous expliquer tout le processus qui m'a amené à essayer de contenir tous ces projets. Alors, j'en ai retenu 11. Il y a donc One Graven, Neptune Towers,
Burzum, Iljarni Dog, Mortis, Von, Fata Morgana, Cynthia Davoli, qui est toujours très difficile à prononcer, Tucholzhofer et Agast. J'en ai enlevé quelques-uns du corpus. Alors, des fois, la musique était trop proche du métal, ou alors souvent il y avait un manque de sources, ou par exemple, il n'y avait qu'une seule chanson sur une compilation que personne ne connaît. Enfin, voilà. Donc, ça, j'ai enlevé. Alors, la première observation qu'on peut faire à propos de ces projets, c'est que ce sont soit des duos, soit des projets solos, et qui sont liés à des acteurs de la scène norvégienne. Par exemple, Wongraven est le projet de Sigurd Wongraven, dit Satyr de Satyricon. Neptune Towers est le projet de Gylven Hagel, dit Fenris, le batteur et leader de Darkthrone. Håvard Ellefsen, qui est donc l'ancien bassiste d'Emperor, a lui beaucoup de projets. Alors, Mortis, Van, Tintinsele Diavolui, et puis Fata Morgana. Ensuite, l'autre projet qui s'appelle Agast, les projets donc, de femmes, ce qui est assez rare dans cette scène, qui sont musiciennes et graphistes notamment. J'ai inclus aussi au corpus des groupes de black metal comme Burzum, Ildjarm et Ildjarni Dog, qui sont des formations qui en fait laissent une place prépondérante aux musiques électroniques. Et voilà, je vais vous expliquer après pourquoi. Le corpus que j'ai constitué, il est fait donc de productions qui vont à peu près des années 90 et qui dépassent légèrement au début des années 2000, mais qui ont été enregistrées dans les années 90. Il y a à la fois des démos, des albums, des EP, et voilà, donc je prends tout, on va dire. Alors, je n'ai pas le temps de vous faire écouter tout ce qu'il y a comme production, mais il y a 3 remarques qu'on peut faire. Déjà, c'est un corpus qui est extrêmement hétérogène. Et parmi ces réalisations, il y a 3 grandes catégories. Il y a les réalisations qu'on peut associer à des genres établis. Par exemple, un album d'Ildjarn qui s'appelle Landscapes, qu'on va voir à la fin de la présentation, est associé facilement à l'ambiance. Certains morceaux de Ildjarn sont plutôt associables à du drone. La deuxième catégorie, ce sont ceux qu'on associe plutôt à des courants ou à des artistes particuliers. C'est-à-dire c'est une classification par rapprochement et par comparaison. Par exemple, Neptune Towers, c'est proche de la musique de Klaus Schulze ou de Tangerine Dream, donc de manière générale, ce qu'on appelle la Kosmische musique. Et puis, troisièmement, il y a les réalisations plus isolées stylistiquement. Je pense à Mortis, par exemple, qu'on va associer rétrospectivement au Dungeon Synth. Mais ça, on le verra après. Donc, en fait, je me suis retrouvé face à plein de réalisations, enfin, plein de productions, et je me suis rendu compte que je ne savais pas comment les qualifier, en fait. J'arrivais pas à les contenir dans quelque chose. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir des sources, différentes sources. D'abord des sources secondaires, donc Discogs d'un côté et Metal Archives de l'autre, puis des sources primaires, des fanzines. Alors, je vais vous montrer comment. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, mais Discogs, en gros, c'est fait par page d'artiste. Vous avez un petit texte de présentation, là, ce qui est encadré. Vous avez ensuite, quand vous cliquez sur une réalisation, vous avez hop là, enfin, voilà. Mon chat vient de miauler, excusez-moi. Quand vous cliquez sur une des réalisations, vous avez le genre, le style et l'année de production. Donc, par exemple, Ildjarn est décrit comme un projet réalisant un black metal brut, extrême et fortement distordu, entrecoupé de paysages sonores ambiantes minimalistes. Et quand vous allez, par exemple, sur une des réalisations de Vande, là, vous avez la précision, le genre, c'est de la musique électronique, et puis le style, et c'est là où vous allez avoir une grande variété d'étiquettes, industrielles et expérimentales. Alors, j'ai trouvé beaucoup d'étiquettes, par exemple, vous avez industrial, ambient, black metal, folk, et puis des choses un peu moins parlantes. Par exemple, un des albums de Neptune Towers est classé dans la catégorie abstract. Vous en avez d'autres, c'est de l'ambiante, puis du moderne classical, ainsi de suite, ainsi de suite.
Là, vous avez tout un ensemble d'étiquettes sur lesquelles on peut travailler. Mais par contre, il y a des choses qui sont récurrentes. Déjà, toutes ces musiques sont associées au genre électronique. Enfin, en tout cas, ce qui est appelé genre électronique dans le Discogs. Et puis, vous avez la récurrence aussi de style et la majorité en fait, des réalisations sont associées à l'ambiante, voire parfois même au dark ambient. Et une autre partie est associée au dungeon synth. La deuxième source que j'ai été voir, c'est Metal Archive. Quand vous travaillez sur le métal, c'est une des sources principales. Alors là, le système de catégorisation, il est beaucoup moins étoffé que sur Discogs. Le seul genre que vous avez, c'est sur la page de l'artiste ou du groupe. Là, par exemple, Mortis est qualifié de ambient / dark waves. Vous avez là le point virgule, industrial rock. Ça, c'était en 2019 quand j'ai écrit le chapitre de thèse. Maintenant, vous voyez, il y a écrit dark wave, dungeon synth, électronique, industrial rock. Quand je reprends l'exemple de 2019, le point virgule, en fait, sert à expliquer, à donner les deux périodes créatrices qu'il y avait chez Mortis. Mais là, si vous ne connaissez pas Mortis, eh bien, vous n'en savez rien. Les catégories dans Metal Archive sont plus simples, mais ce qui permet aussi d'avoir un corpus qui est plus évident à discerner. Donc, en fait, la plupart des projets sont associés à l'ambiance également, sauf Agast, qui n'a pas de page sur le site. Et puis après, vous avez d'autres éléments qui permettent de spécifier. Par exemple, les Twin Towers, c'est ambiante, psychédélique, noise. Ou Von Graven, c'est folk et ambiante. Voilà. Alors ensuite, je me suis intéressé aux sources primaires. Là, j'ai utilisé des chroniques de fanzines, notamment, et des interviews. Alors, je ne vais pas ici donner toute la manière, tout ce que j'ai fait, mais je vais plutôt vous synthétiser ce que j'ai trouvé. Alors, premièrement, il est très régulièrement souligné que ces musiques sont jouées à l'aide de claviers synthétiseurs. Elles sont en fait de facto considérées comme relevant de musique électronique. Le deuxième point, c'est l'importance des termes ambiante, atmosphérique ou atmosphère, qui laisse entendre que ces morceaux sont davantage perçus, enfin que ces musiques sont davantage perçues comme des déploiements d'atmosphère musicale que de simples morceaux aux formes conventionnelles, A, B, A ou couplet-refrain. Et la troisième chose qu'on remarque, c'est que ces atmosphères musicales sont quasiment toutes décrites dans des termes connotés négativement. Alors, ces termes sont néanmoins à considérer dans le cadre du black metal de manière non pas péjorative, mais améliorative. C'est autant de gages de la qualité de ces musiques, mais aussi souligner leur proximité d'intention avec le black metal. Parler de musique sombre, mélancolique, macabre, froide, dépressive, solitaire ou médiévale, c'est tout à fait positif. On va dire. Donc, en résumé, la très grande majorité de ces projets sont associés aux musiques électroniques, entendu ici dans un sens large. L'utilisation du synthétiseur est considérée comme fondamentale, mais d'autres instruments, notamment la voix, sont présents. Ces projets sont associés de manière générale par les sources primaires et les sources secondaires à de la musique ambiante. Après, vous avez aussi une autre catégorie qui est une catégorie qui est plutôt liée à une espèce de néoclassicisme, notamment chez Vand et chez Social Sofer. Mais là, dans le cadre de la communication, je vais passer rapidement puisque je n'aurai juste pas le temps. Alors, tout ça, ça m'a amené à me questionner sur la notion de musique ambiante. Donc, en musicologie, qu'est-ce qu'on fait en général? On va voir le grove. Et donc, dans le grove, ambiante musique, c'est décrit de la manière suivante. Terme utilisé par Brian Eno pour décrire son propre type de musique environnementale. Puis plus loin, il est précisé. Deux utilisations courantes du terme font référence soit à une musique qui se veut comme une atmosphère diffuse plutôt qu'une expression artistique à écouter pour elle-même, soit à une musique qui intègre délibérément des sons naturels en tant qu'artifice de composition. Alors là, les projets musicaux de la scène norvégienne se rapprochent nettement de la première utilisation du terme. Environmental music peut également être associé à des musiques
à d'autres musiques. Je pense notamment à la musique d'ameublement chez Satie ou à la musette. En résumé, l'idée d'une musique composée pour un environnement particulier, l'idée selon laquelle l'auditeur peut y prêter une écoute attentive ou non, sont essentielles dans la définition de l'ambiance telle qu'Eno la conçoit. Alors, à partir de ces premières définitions, j'utilise le terme ambiante à partir de maintenant pour qualifier la majorité de la musique de mon corpus pour plusieurs raisons. Premièrement, il est très largement utilisé au-delà du sens premier donné par Brian Eno. Et deuxièmement, je considère que l'ambiance en tant que genre musical peut être défini dans un sens plus large que celui proposé par la définition restreinte du Grove. Et troisièmement, je préfère vraiment plus l'employer à ce terme-là que le terme musique environnementale, puisqu'il est davantage associé à une musique fonctionnelle, en tout cas dite fonctionnelle. À partir de là, donc, quels sont les éléments proprement musicaux à l'ambiance? Alors, j'ai loupé une slide, ça m'arrive souvent. Il y a 7 caractéristiques. Là, c'est un musicologue qui s'appelle Michael Viega, et c'est assez intéressant de se pencher sur les 7 caractéristiques qu'il donne de l'ambiance. Alors, d'abord, c'est une musique qui va se concentrer sur la texture du son, qui va créer des espaces acoustiques pour créer des espaces acoustiques qui n'existent pas dans la nature. Ensuite, ça permet de s'immerger dans des mondes sonores. L'idée aussi qu'il y a des particularités acoustiques et atmosphériques de l'environnement, c'est mis en valeur. L'idée qu'elle contient des affects, alors j'ai traduit moods par affect, mais ce ne sera peut-être pas la meilleure traduction, et des émotions, ça crée un espace de réflexion et de calme. Et puis enfin, l'idée vraiment qui est importante chez Brian Eno, c'est qu'il peut y avoir différents niveaux d'attention qui ne s'imposent pas à l'auditeur. C'est une musique qui peut être écoutée ou qui peut être totalement ignorée. Et donc, je me suis dit, à partir de ces caractéristiques, je vais étudier mon corpus. Alors, l'idée, déjà, de la prise en compte de l'atmosphère et de l'acoustique de l'environnement n'est pas du tout applicable, puisque c'est des musiques qui sont composées tout d'abord pour le disque, pas du tout pour un environnement en particulier, ni pour une fonction spécifique. Par contre, les autres caractéristiques sont beaucoup plus intéressantes pour le corpus. Déjà, l'idée de la texture sonore est vraiment essentielle. Alors, je reviendrai là-dessus, mais quand on écoutera l'extrait, ça sera un peu plus parlant. L'idée aussi qu'il y a une écoute attentive, ou une écoute flottante, ou complètement absente, ça peut aussi être utilisé. L'idée aussi d'immersion dans des mondes sonores, c'est tout à fait pertinent. L'idée d'une musique qui cherche des moments d'apaisement à son auditeur, ça peut également s'appliquer. Je pense par exemple à un extrait d'une chronique qui dit de la musique de Mortis, c'est vraiment une musique parfaite pour aller se coucher. C'est go to bed music. Et puis, enfin, la caractéristique voulant que cette musique véhicule des affects et des émotions est aussi pertinente. Je cite un exemple pareil d'une chronique. La musique de Vand, par exemple, elle est qualifiée de dépressive et d'extrêmement émotionnelle. Donc, à partir de là, je me suis dit que bon, ça semblait quand même correspondre à ce qu'on appelait de l'ambiance, tout mon corpus. Et puis, j'ai encore cherché un peu plus loin les caractéristiques musicales. Et puis, je suis tombé sur un article assez intéressant qui dit, voilà, par exemple, c'est une musique qui doit se fondre dans le paysage, qui doit se mêler à son environnement, une musique dont on n'a pas forcément prêté attention. Une musique aussi, très importante, qui n'a ni début ni fin. C'est-à-dire que c'est une musique qui est du côté de l'esthétique du fragment. Et moi, j'ai tout de suite eu des titres de Burzum, par exemple, qui correspondaient tout à fait à ça. L'idée aussi que c'est une musique qui fige le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas lié à la flèche du temps habituel, mais c'est plutôt un temps vertical. L'idée aussi qu'elle va nier son caractère en mouvement, avec des aplats sonores, une musique qui est sans finalité, avec très peu de dynamique. Voilà. Tous ces éléments-là, moi, je les retrouvais dans le corpus que j'avais dans les oreilles.
Donc, à partir de là, je me suis vraiment dit, bon, ben oui, ça peut être considéré comme de l'ambiance, en fait, si on l'utilise de manière plus étendue, comme par exemple, on peut faire avec le terme symphonique. Quand on parle de métal symphonique, par exemple, là, nous avons Jason qui est là, mais l'idée vraiment que c'est un terme, oui, qui peut être employé pour au-delà du simple symphonisme. Bref. Et donc, à partir de là, je me suis dit, bon, j'ai mon corpus, j'ai à peu près réussi à le catégoriser, je vois à peu près à quoi ça renvoie. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est dans la scène norvégienne? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Alors déjà, quand je me suis mis à lire les fanzines, ça passe pas inaperçu, hein, la présence de tous ces projets de musique électronique. Alors, je cite une interview. Donc, on demande à Guy Venagel, le batteur de Darkthrone, qui est donc la personne derrière Neptune Towers, on lui pose la question: penses-tu que la techno sera la nouvelle tendance de la scène black metal, puisque Varg Vikernes va également sortir son projet? Alors, la techno, il faut ici l'entendre comme un synonyme de musique électronique, et pas dans le sens habituel, rien à voir avec Détroit. Et la question qui est posée, elle insiste quand même sur l'idée qu'il y a l'émergence d'une espèce de mode, que c'est quelque chose qui est récurrent. Et c'est là où il faut comprendre la scène norvégienne au-delà du simple contexte du métal. Puisque dès ses débuts, la scène norvégienne, elle est aussi marquée par l'écoute de musiques qui ne sont pas du métal, des musiques non métal. Je vous donne l'exemple dans une interview de 92 où Bård J. Essen, qui est le batteur d'Emperor à l'époque, il va citer, parmi les groupes qu'il écoute, en dehors des formations de métal, autant des artistes et des groupes de la fin des années 60, par exemple Pink Floyd, ou du krautrock, un groupe d'industriels, Coil, une chanteuse internationalement connue, c'est Enya, une artiste expérimentale, donc Diamanda Galas, ou très bien le duo de pop norvégienne Dolly Deluxe. Donc, suivant l'idée d'une porosité en fait entre les musiques et les scènes, il me semble que ces projets périphériques offrent aux musiciens des espaces dans lesquels ils peuvent créer des musiques personnelles, puisant dans des influences extérieures au métal. Par exemple, comme je l'ai dit au début de la communication, Neptune Towers est très influencé par la musique de Tangerine Dream et Klaus Schulze. Et ça passe pas inaperçu d'ailleurs. On l'accuse même carrément de plagiat dans une chronique que j'ai lue. Et par exemple, Nagel parle de son goût pour les musiques. Alors, il cite par exemple son intérêt pour les sons spatiaux qu'il associe à la musique de Jean-Michel Jarre, mais parle aussi de son intérêt pour le dub ou pour la techno. Donc, en apparence, ces projets sont éloignés du black metal, mais il me semble que, au contraire, ils forment en fait des espèces de prolongements de l'imaginaire. Et ça sur deux plans. Ah, pardon, sur deux prolongements, le prolongement de l'imaginaire et le prolongement musical. Alors, l'imaginaire véhiculé par ces projets se fonde le plus souvent sur un concept qui est présent sur deux niveaux: le projet musical lui-même et les réalisations qui vont en découler. Ces projets musicaux souhaitent tous transmettre à l'auditeur des idées, des émotions, des atmosphères ou même des histoires. En d'autres termes, tout un ensemble d'éléments extra-musicaux qu'un concept circonscrit. Alors, il faut d'abord savoir ce qu'on entend par concept. Alors, il est d'abord associé à la notion d'album concept. Donc, je cite Laurie Burns: les musicologues populaires considèrent souvent le Pet Sounds des Beach Boys comme un point de départ important pour l'album concept de l'ère du rock, suivi par Sgt. Pepper's des Beatles. Au cours des années 70, l'album concept est développé dans les mains de groupes d'art rock et de rock progressif. Elle insiste notamment sur l'idée que l'album concept est depuis les années 80 et 90, et cela jusqu'à nos jours, intégré dans toute forme de musique populaire existante. Donc sur ce point, le black metal ne fait pas exception. Par contre, il n'existe pas
deux définitions fixes, ou en tout cas deux définitions canoniques de l'album concept. Laurie Burns propose une définition assez large. Alors, je cite, « Bien qu'il ne soit défini nulle part de façon stricte, je considère l'album concept comme un album qui soutient un message central ou fait avancer la narration d'un sujet à travers l'intersection du contenu textuel, musical et visuel. » Gareth Schutt propose quant à lui une distinction entre deux types d'albums concept. Alors, lui, il parle d'album concept narratif et d'album concept thématique. Leur caractéristique commune est l'intégration d'idées non musicales pour structurer un album. Là, je pense que Marion aura beaucoup de choses à nous dire. En résumé, moi, c'est la définition que je vais ici appliquer. Un album concept se doit d'être un tout organisé autour d'éléments pouvant être musicaux et ou littéraires, ainsi que visuels. L'album concept va servir à une narration, une thématique ou un message. Par contre, c'est ce que souligne un musicologue suédois, donc j'ai oublié le nom, je m'excuse. Il souligne bien qu'il n'y a pas toujours de ligne de démarcation claire entre les aspects qualificatifs nécessaires à la définition d'un même concept. C'est-à-dire que parfois, l'artiste va peut-être pas considérer son album comme conceptuel, mais la réception de cet album-là va le faire. Moi, la définition que j'utilise, c'est l'idée que c'est un album concept, c'est un tout organisé et que voilà, il va soutenir un message. C'est ce que j'ai indiqué ici. Il me semble que cette définition peut également s'appliquer à un groupe de manière générale ou à un projet musical qui va chercher à développer une forte cohérence entre l'ensemble des éléments qui le composent, c'est-à-dire la musique, les textes, les visuels, la dimension spectaculaire ou la communication médiatique. Je pense par exemple à ce groupe de métal déguisé en Ned Flanders. Eh bien, c'est un album concept, enfin, c'est un groupe concept, mais Ned Flanders. Dans le corpus utilisé ici, il y a plusieurs albums qui vont justement se proposer d'être le véhicule d'un projet. Alors, je vais commencer par les projets concept de manière générale. Par exemple, vous avez Neptune Towers. Tout le concept, c'est autour de l'espace et de la science-fiction. Van Graven, c'est autour du médiévalisme et de la nordicité. Mortis va carrément créer son monde secondaire de fantasy. Von, c'est l'expression des tabous comme le suicide. Cynthia et Diaboli, c'est le vampirisme. Aga, c'est la magie noire et le spiritualisme. Oui, ça gravite toujours autour de grands thèmes imaginaires. Parfois, c'est difficile de savoir s'il y a un concept, par exemple, derrière un projet. Par exemple, c'est le cas de Souffle Suffer. Et là, c'est l'idée qu'un concept, il peut aussi bien, même s'il est à l'origine d'un projet, il peut être aussi bien énoncé clairement qu'être totalement allusif. Je prends l'exemple de Cynthia et Diaboli. Donc, c'est une expérience musicale qui consiste en des histoires et des chansons du vampire Vudodlak, une créature une fois de plus ramenée à la vie par Mortis. Là, vous voyez, le thème du vampirisme, il est clair. Par contre, en dehors des titres de certains morceaux, par exemple Midnight Hunt, Wedding of the Dead ou Vampire, c'est à l'auditeur de se faire une idée ou de se faire son histoire de ce que la musique souhaite lui transmettre. Maintenant, je vais m'intéresser au projet Mortis, qui va, lui, créer un concept qui est vraiment extrêmement cohérent et centré autour de la musique. Alors, on va écouter enfin un peu de musique. Hop là. Alors, j'espère que j'ai bien cliqué sur partager l'audio. Et je crois que non, je suis désolé. C'est bon? Non. Non, je ne l'ai pas fait. Ok, je ne l'ai pas fait, désolé. Attends, nouveau partage, partager l'audio. Voilà, il fallait bien que ça arrive. C'est bon. Tu me dis, Marion. C'est bon.
Voilà, alors c'était un petit extrait. C'est la première, quasiment des premières productions de Mortis. Donc, c'est quoi le concept derrière Mortis? Donc, la personne qui est derrière ce projet, qui s'appelle Håvard Ellefsen, présente le projet comme ça. En gros, Mortis, c'est un dieu, c'est le démiurge d'un monde qu'il a créé. Le musicien se présente comme l'avatar de Mortis, qui est bloqué sur Terre et qui tente de recréer son monde ici, via le projet artistique, en fait. Donc, vous voyez là, Ellefsen, il cherche à faire de son concept une œuvre cohérente et presque totale, dont la musique est en fait un des aspects fondamentaux. Puisque voilà, il va lui-même trouver la cohérence du fait de pourquoi est-ce qu'il est, il est sur Terre dans notre monde. L'idée de cohérence, elle va même jusqu'à proposer un livret explicatif qui va compléter le morceau qu'on a écouté. Il y a même un ouvrage qui est paru. Alors, j'ai jamais réussi à trouver la date de parution initiale. Par contre, ça a été réédité en 2018 sous le nom Secrets to My Kingdom. Voilà. Ici, vous voyez. C'est l'infobouclette de 93 qui a été rééditée aussi. Et la manière dont en fait il a travaillé son concept, c'est très similaire à ce qu'on nomme en littérature de l'imaginaire le world building, c'est-à-dire la création d'un monde secondaire au nôtre dans lequel les histoires vont prendre place. Et ça, c'est transmédiatique, c'est-à-dire aussi bien en littérature qu'en cinéma, que dans les jeux vidéo. Et le modèle pour créer son monde secondaire, là, c'était la fantasy. Exemple de manière pour qu'il a, par exemple, d'évoquer le monde, c'est dans ce morceau qui s'appelle Vision d'un avenir ancien. Je ne vais pas vous le faire en norvégien parce que je n'ai pas envie de vous écorcher les oreilles. Et voilà, je cite, de nombreuses années ont passé depuis que le tyran, le gardien de toutes les clés et le maître des murs du temps a été expulsé. Et bon, le monde imaginé et les éléments qui s'y déroulent sont ici vraiment juste suggérés. Le tyran, est-ce que c'est Mortis qui a été expulsé? Est-ce que le monde dans lequel il a été rejeté, c'est notre monde? C'est quoi les murs du temps? C'est quoi cette histoire de clé? Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Autre exemple, là, je vais juste vous prendre un album, c'est Doldibald de Burzum, qui est paru en 97. Là, ça se base sur l'histoire du dieu scandinave Balder. Et en fait, c'est vraiment un argument dans le sens du 19e siècle. C'est un album concept qui est narratif. Chaque titre de l'album illustre musicalement un chapitre de l'histoire, en la mort de Bald, Balder brûle, etc., etc. En plus, dans le livret, chaque titre est associé à un texte en islandais, ici, et à des tableaux de Tanja Stene, qui est donc l'une des musiciennes d'Agast. C'est à la fois un objet musical, littéraire et visuel. Alors pourquoi l'islandais? Tout simplement puisque c'est ce qu'il y a de plus proche de l'ancien norvégien. Autre exemple, là je vais prendre des albums concept qui s'attachent à la nature. Vous avez d'un côté Landscape de Hiljarn et ensuite vous avez Vida, partie 1 et partie 2 de Hiljarn Middag. Les trois productions cherchent à figurer des espaces naturels. Alors, elles sont déjà titrées de manière explicite. L'album de Hiljarn, tout simplement nommé Paysage, renvoie de manière un peu plus indéterminée à toute forme de paysage. Alors que là, le projet qui a été fait entre Hiljarn et Nidhogg renvoie au plateau du même nom qui est situé dans les Scandes et ce qu'on appelle en fait en France les Alpes scandinaves. La pochette de Landscape, c'est une photographie de couleur d'un paysage, colline bruneuse, ciel aux couleurs crépusculaires ou couleur de l'aube, les petites nuances de saumon jusqu'au noir. Les pochettes, par contre, de Vida, c'est le plateau en noir et blanc, paysages minéraux. Il y a par contre quelque chose de commun dans ces deux pochettes, c'est-à-dire que
c'est une manière assez classique dans le black metal de présenter des paysages majestueux, purs de toute présence humaine. Ça, c'est une des grandes thématiques qu'on retrouve. Le choix aussi des morceaux, par contre, là, ça va être très différent. Par exemple, vous n'avez que 22 pistes pour Landscape, mais aucune n'est titrée. C'est l'idée vraiment de donner des paysages sonores à écouter et vraiment de manière métaphorique ou abstraite. C'est un paysage de manière générale. Par contre, celle d'Injarny Dog, c'est extrêmement explicite. Vous avez des moments de la journée, sunrise, daybreak, sunset, night, des saisons, spring, un mois, September, des êtres vivants, l'hermine, ou imaginaires, des paysages, alors, The Frozen Plain, Amber Lake, Islands, tous ces titres qui cherchent à suggérer quelque chose à l'auditeur, car en absence de paroles ou de texte, les titres des pièces instrumentales sont en fait le seul élément où on peut avoir une idée de l'attention ou du sens que les auteurs souhaitent lui donner. Musicalement, Landscape, c'est composé vraiment de nappes de synthétiseurs répétitifs et lancinantes, qui est vraiment l'associé à l'ambiance. En dehors de ça, Iljar Dog va vraiment beaucoup plus chercher à créer une espèce de bande-son en fait, au plateau montagneux norvégien. Je vais vous donner l'exemple du morceau The Hermine, qui est un morceau très court, d'1 minute 2. Vous allez voir l'utilisation de valeurs brèves, dans un registre aigu. Et puis vraiment, cette courte durée d'1 minute, c'est presque interprété comme la manière de figurer la vision fugace de l'animal. Voilà. Hop, écoutez ça. Voilà, donc là, vous voyez bien cette idée de représenter musicalement l'hermine. L'autre prolongement, et je vais passer assez vite puisque je suis déjà un peu en retard, c'est le prolongement musicaux. Alors là, pour moi, il y a l'élément le plus important, c'est le travail sur le ton musical. Donc, Béranger Hainaut, dans sa proposition de formalisation de l'esthétique du black metal, souligne que la stase sonore, donc rythmique, au niveau de la texture et au niveau de l'harmonie, est centrale dans le black metal. Alors, bien que l'ambiance soit musicalement éloignée du black metal, la stase sonore est également un élément central de son esthétique. L'ambiance n'emploie cependant pas les mêmes moyens que le black metal pour l'obtenir. Alors, je recite un bout de la com au tout début. Cette musique essaie de nier son caractère en mouvement, l'idée même d'un déroulement temporel pour se rapprocher d'une sorte d'instantané. Et cette idée de négation du mouvement et du déroulement temporel est assimilable pour moi à l'idée de stase sonore telle que Béranger Hainaut la pense. Et pour moi, ça explique aussi une des raisons de la présence de l'ambiance dans des productions de black metal et de manière générale dans la scène norvégienne. C'est vraiment pas un hasard, puisque ces deux musiques, d'une certaine manière, partagent le même travail sur le temps musical. Un exemple de ça, c'est le morceau Décrépitude 1 et 2 de Burzum, qui est en fait un espèce de pont entre le black metal et l'ambiance. Alors, harmoniquement, je vous ferai écouter vite fait le morceau à la fin, mais harmoniquement, par exemple, c'est un mouvement pendulaire entre un la mineur et un fa, alors, qui est difficile à chiffrer d'ailleurs, et il n'y a que ça, harmoniquement. Et vous avez que deux motifs au niveau de la guitare,
Vous n'avez que 2 motifs au niveau de la guitare. Le matériau musical est extrêmement simple et extrêmement répétitif. Voilà. Au niveau, d'un point de vue formel, c'est structuré en fait par l'alternance de ces motifs avec de la voix gutturale ou non, et puis des sections. Donc là, vous voyez A1, B, A2, B. Voilà, vous les voyez s'enchaîner et ça pourrait continuer ad vitam aeternam. C'est-à-dire que là, il y a, quand c'est idée dans l'ambiante, hein, qu'il n'y a ni début ni fin. C'est un peu une musique qu'on interrompt. La texture sonore de l'enregistrement, vous allez voir, c'est typique des années 90 black metal, en tout cas de la première moitié. C'est-à-dire une texture lofi, avec beaucoup de fréquences aiguës, une voix qui va vraiment se fondre dans la texture sonore, et puis les 2 guitares qui s'entremêlent. Le seul élément qu'on entend vraiment, c'est le synthétiseur, parce qu'en fait, il surnage, en fait, il a une sonorité très claire qui passe au-dessus du brouillard sonore. Et à mon sens, vraiment, c'est l'idée que dans ce morceau-là, il y a à la fois sa construction, qui est d'un matériau musical qui est vraiment minimal et qui est répété ad libitum, cette idée de stagnation aussi bien formelle que harmonique, qui vont vraiment l'associer à l'ambiante, même s'il y a beaucoup d'éléments qui l'associent au black metal. Voilà, pour moi, il est vraiment au pont entre les deux, et je vais vous faire écouter ça. Voilà, et puis ça peut durer, ça dure en fait quasiment 12 minutes quand on ajoute les morceaux ensemble. Je termine juste rapidement. En gros, voilà, les projets périphériques de la scène norvégienne, c'est vraiment à la fois un prolongement d'un point de vue de l'imaginaire et d'un point de vue musical. Je vais juste reprendre les éléments d'un point de vue de l'imaginaire. Vous avez la nature, la nuit, le vampirisme, le médiévalisme, la fantaisie, la nordicité, l'occultisme, les thématiques sombres. C'est vraiment, vraiment, vraiment les caractéristiques de l'imaginaire du black metal qui est prolongé dans un autre contexte musical. Mais vous avez ici des thématiques plus originales, hein, par exemple l'espace et la science-fiction chez Neptune Towers. Tout ça, il y a des concepts qui sont hérités directement de l'histoire du rock. Cette conceptualisation va aussi bien de l'album au projet musical. Et voilà. Donc là, on va vous parler du Dungeon Synth. On va plutôt vous parler de la manière dont on a travaillé autour de cette catégorie. Alors, je vais débuter en expliquant comment ça a débuté cette recherche sur le Dungeon Synth. Comment on est arrivé à s'intéresser à un genre musical qui est vraiment discret et qui n'a comme diffusion qu'Internet. Alors pour moi, tout a débuté sur l'un de ces lieux de diffusion, c'est-à-dire sur YouTube et la chaîne The Dungeon Synth Archives. Alors je vais vous avouer quelque chose, hein, je ne fais pas partie des gens qui écoutent leur musique en haute fidélité, en fichier FLAC, en CD ou en vinyle. Moi, la plupart de la musique que j'écoute, je l'écoute sur YouTube. Voilà. Et parmi ce que j'écoute, il y a donc du black metal. Et l'algorithme de YouTube m'a proposé en suggestion plusieurs albums d'une chaîne que je ne connaissais pas, de Dungeon Synth. Alors d'abord, ce qui m'a intrigué, c'est les miniatures des vidéos, qui sont en fait tout simplement les pochettes des albums. Vraiment une esthétique très médiévalisante, ça m'a accroché l'œil. Et puis je me suis mis à écouter un album, puis encore un autre, puis encore un autre. Puis j'ai vraiment adoré ça. Et parmi les vidéos proposées par cette chaîne YouTube, il y avait des albums que je connaissais, justement, des albums que je viens de vous présenter.
Il y avait l'album de Wangraven, il y avait les deux derniers albums de Burzum fin 90, dont Doldibald. Il y avait du Mortis. Donc voilà, je me retrouve à nouveau confronté à ma thèse. Et donc dans celle-ci, la note de bas de page 1400, j'ai fait une thèse d'histoire, donc il y a beaucoup de notes de bas de page, j'écrivais notons qu'un genre entier, le Dungeon Synth, émergea à la suite de Mortis, Jim Kirkwood et Wangraven. Le genre reprend de très nombreux traits présents dans les années 90 qu'il va systématiser. Le sujet tout à fait passionnant mériterait une étude à part. Bon, la vérité, c'était que j'avais déjà commencé à écrire avec Julia sur le sujet. Et le Dungeon Synth m'avait tellement captivé que je voulais l'étudier. Et je voyais de nombreux liens avec l'imaginaire du black metal, donc ce dont je viens de vous parler, hein, le médiévalisme, une relation fantasmée au passé, la fantaisie, et puis des liens musicaux assez évidents. Donc avec Juliane, on avait déjà fait une communication lors d'une journée d'études à Paris 3 qu'elle avait organisée en mars 2020, une semaine avant le premier confinement. C'était l'occasion de refaire un travail ensemble et ça me semblait être vraiment la bonne personne pour cadrer à la fois avec le projet et puis aussi me cadrer moi au niveau de ce travail. Et puis quel travail quand même, parce que ça nous a pris des mois, beaucoup d'errances, pas mal d'erreurs, pour au final réussir à proposer un article pour Volume 1. Alors ici, on ne va pas vous proposer de redonner l'article, mais vous proposer un retour réflexif sur son écriture, sur ses errances, sur ses erreurs. Et nous avons surtout insisté sur les manières dont la catégorie Dungeon Synth s'est construite pour nous au fil de notre recherche. Car une catégorie musicale ne se découvre pas toute nue, hein, pour reformer une expression de la philosophe Donna Haraway. Elle est prise dans les discours qui l'entourent et dans ce que nous, chercheurs et chercheuses, pensons connaître, mais également dans nos goûts personnels. En parlant de discours, je vais laisser la parole à Yulia et sur les recherches que nous avons effectuées. Alors, du coup, avant que je ne commence à parler, je vous propose quand même d'écouter un petit bout de Dungeon Synth. Donc, je crois que c'est FIF2, donc, qui est l'album de Dungeon Synth le plus écouté sur YouTube à ce jour, enfin, en tout cas de la chaîne Dungeon Synth Archive sur laquelle nous avons pris appui pour nos recherches. Merci beaucoup, Baptiste. Très joli fade-out, c'était parfait. On a fait le choix, en fait, de vous faire écouter ces morceaux directement sur YouTube pour que vous puissiez voir les pochettes en même temps. Parce que ça fait, voilà, ça rajoute beaucoup à l'imaginaire du genre. Donc, comme Baptiste l'a déjà annoncé, il ne s'agit pas pour nous aujourd'hui de revenir sur les résultats, enfin sur ce qu'on a écrit dans cet article qu'on a proposé à la revue Volume, mais plutôt vous parler de l'envers du décor, en fait, de nos cheminements, de nos doutes et de nos questionnements qu'on a envie de partager avec vous aujourd'hui. Donc, quand Baptiste m'a proposé de travailler sur le Dungeon Synth, donc c'était en 2020, si je ne m'abuse, je connaissais très peu. J'avais eu vent très vaguement, mais j'écoutais pas du tout régulièrement. Donc voilà, il fallait bien commencer quelque part. Donc j'ai commencé par une sorte de recherche bibliographique qui était très simple à la base, c'est-à-dire que j'ai fait une recherche sur Google. Je suis allée taper Dungeon Synth. Voilà, étant donné que, à notre connaissance, il n'y a pas de il n'y a pas de ressources académiques en fait sur le Dungeon Synth. On est un peu obligé de recourir aux moyens du bord. Et du coup,
j'ai dressé, à partir de cette recherche, une liste de ressources en ligne qui évoquent le Dungeon Synth, notamment sous le format d'articles ou de posts de blog. Et alors, en préparant cette communication pour aujourd'hui, j'ai refait cette recherche Google et je constate que le paysage des résultats a changé, c'est-à-dire qu'il y a plein d'articles qui ont disparu, qui ne sont plus visibles dans les premières pages, comme c'était le cas quand j'ai fait ma recherche. Il y en a d'autres qui sont apparus. Il y a étrangement des renvois vers des boutiques en ligne de type Etsy. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon, voilà, c'est curieux. Il y a plus d'articles en français aussi et plus de playlists. Donc, la démarche un peu naïve de la recherche Google qui était motivée par mon propre manque de familiarité avec le genre, tout simplement, je ne savais pas où trouver des ressources plus spécifiques comme je le ferais avec le métal et Google Scholar, c'était hors de question. Ça peut aussi être pris comme une indication de quelles informations en fait on peut trouver sur le Dungeon Synth quand on part comme moi de quasi rien. Donc, ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'ai rassemblé l'ensemble des ressources qui me paraissaient pertinentes, en excluant notamment les forums et les playlists. Et on pourra revenir au moment des questions, si vous voulez, sur les raisons de cette exclusion. Et j'ai fait une webographie à partir de ces ressources qui étaient divisées en 3 catégories. D'abord, des pages ou des articles qui parlent du Dungeon Synth de manière générale, qui en présentent une vue d'ensemble. Ensuite, une catégorie avec des interviews d'artistes de Dungeon Synth. Et enfin, une espèce de 3e catégorie un peu pot pourri où je mettais les inclassables et notamment des sites internet qui sont dédiés au Dungeon Synth dans leur ensemble. Donc, surtout des critiques d'albums, ce genre de choses. Et en revenant encore une fois sur mes pas pendant la préparation de cette intervention, je remarque aujourd'hui que ce sont les playlists et les forums qui semblent prédominer en termes de quantité et qu'il faut creuser un peu plus pour tomber sur les sites qui sont recensés dans la première partie de la bibliographie, c'est-à-dire les articles qui parlent de Dungeon Synth. Donc, en gros, il faut aller plus loin dans Google. Et certains ont même disparu, donc ils ne sont visibles aujourd'hui que grâce à l'outil Web Archive. Voilà. Donc, quel type d'informations est-ce qu'on trouve dans ces ressources je vais me concentrer surtout sur la première catégorie qui m'intéresse beaucoup, parce que celle-ci comporte la plupart du temps, enfin, ça suit un peu un modèle, c'est-à-dire qu'il y a du texte et il y a une playlist. Donc, ça peut se suivre. Il y a souvent des morceaux de texte qui sont suivis d'un exemple musical. Et systématiquement, l'auteur propose à l'écoute donc une liste de titres d'albums qu'il juge pertinents, significatifs pour le Dungeon Synth, ainsi qu'une tentative de définition du genre qui passe par une description de ses caractéristiques sonores, donc souvent sur le mode de l'esthésique, c'est-à-dire des impressions que cette musique suscite chez son auditeur, et aussi définition par les influences musicales et thématiques et définition par ses origines historiques. Donc, pour ce qui est de ces 2 derniers éléments, c'est-à-dire influence musicale et thématique et origine historique, on constate la récurrence de certains éléments. Un fort attrait pour le Moyen-Âge, des liens avec les jeux de rôle, notamment Donjons et Dragons, et les jeux vidéo, notamment les vieux jeux vidéo, c'est-à-dire les jeux vidéo des années 90. La scène black metal norvégienne, comme Baptiste en a parlé pendant la première partie. Burzum et Mortis, qui sont cités quasi tout le temps comme étant des précurseurs, des pionniers du Dungeon Synth. D'autres noms de pionniers ou précurseurs apparaissent, comme Ungraven, Summoning, Jim Kirkwood ou Tangerine Dream. Encore une fois, des noms que vous avez déjà entendus tout à l'heure pendant la communication de Baptiste. Et ce qui est vraiment frappant quand on consulte ces sources, je crois qu'il y en a une dizaine à peu près de celles que j'ai répertoriées, c'est qu'il y a une homogénéité des discours qui dessine un genre avec une identité forte et bien établie. Donc, pour voir ça, je vous propose simplement de voir un exemple. Là, c'est des captures d'écran d'un de ces articles en français. Donc, pour vous montrer comment ça peut se présenter. Donc, dans le premier paragraphe, on voit le renvoi au black metal et les liens avec d'autres genres musicaux. Donc, voilà. Citer pêle-mêle, ambiante, IDM, noise expérimental, musique de film et de jeux vidéo. Dans le deuxième paragraphe, deuxième screenshot, c'est les origines historiques, donc le fait que ça soit rattaché à la scène norvégienne, le fait qu'on considère que c'est issu de la scène black metal norvégienne. On voit Burzum et Mortis, qui sont invariablement cités. Et enfin, dans le troisième paragraphe, donc on voit ces descriptions esthétiques dont je vous parlais. Donc, d'abord la dimension sombre, des compositions bucoliques et ou épiques, des sonorités poussiéreuses et malades. Donc là, on est vraiment sur la description de l'impression de l'expérience musicale qui est créée à l'écoute de ce genre.
Je vous propose aussi de regarder ensemble, parce que je les ai mentionnés et je pense que c'est quand même assez important comme phénomène, la manière dont les playlists qu'on peut trouver sur Google peuvent se présenter. Donc d'abord, il y a Bandcamp qui est voilà, un site, une référence. Et du coup, on voit qu'il y a la présence de pochettes aussi. Les visuels sont très importants dans la construction du genre. Et des critères de sélection, donc par exemple des nouvelles sorties ou alors les sorties les plus populaires. Le même phénomène se présente sur le site Last.fm. Voilà, pareil, on voit, là, c'est les artistes qui sont considérés les plus représentatifs. Il n'y a pas les pochettes d'albums, mais par contre, il y a des photos des artistes. Donc, on reconnaît encore une fois certains artistes qu'on a mentionnés précédemment, donc Graven, Bourzoub, Mortis, etc. Et enfin, un troisième exemple sur un site qui s'appelle Rate Your Music. Donc, pareil, voilà, on a des artistes de référence avec les pochettes des albums. Ce qui est intéressant sur ce site-là, c'est qu'il y a aussi ce graphique que vous voyez, ES Active, qui montre en fait les années d'activité des artistes de Dungeon Synth. On voit qu'il y a quand même plus de réalisations qui sont autour des années 2010-2020. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en fait, cette courbe-là, c'est très similaire à ce que nous avons obtenu au cours de notre recherche. Et enfin, deuxième page de ce même site, donc on voit une autre playlist. Et puis aussi, ce qui est intéressant dans l'encadré tout à droite, c'est la présence de mots-clés. Donc on va revenir un peu plus tard sur ce phénomène. Donc, avant de vous parler des démarches qui ont produit des résultats qu'on a pu utiliser pour rédiger un article, j'aimerais bien prendre un moment pour parler des tentatives qui ne sont pas vraiment soldées par des échecs, mais qui n'ont pas abouti, faute de temps et de visibilité sur leur issue. Donc, ce qu'on a constaté suite à ce premier contact avec le Dungeon Synth, notamment au travers de ces articles, de ces ressources en ligne, c'est que c'est un genre qui semble avoir une identité forte et produire une expérience musicale particulière. Du coup, on a voulu interroger cette expérience musicale. Donc là, deux remarques s'imposent. La première, c'est que malgré cette homogénéité apparente qu'on a remarquée dans les discours sur le Dungeon Synth, dans les faits, on prend l'ensemble des choses en fait qui sont rattachées au Dungeon Synth, on est face à un ensemble d'informations qui est vaste, qui est dense, qui est protéiforme et qui n'est pas du tout organisé. Donc voilà, déjà se pose la question de comment est-ce qu'on va faire pour prendre en main tous ces éléments. Et la deuxième remarque que j'aimerais faire, c'est que dans cette volonté de comprendre l'expérience musicale du Dungeon Synth, on a assez vite compris, et là, voilà, c'est aussi mon influence, ce que j'ai apporté dans notre collaboration avec Baptiste. On a compris qu'on était sur le terrain de la sémiotique musicale et que ça pouvait être intéressant de suivre cette piste de manière plus méthodique. Donc, comment est-ce qu'on a fait de la sémiotique du Dungeon Synth? Avec beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Comment ça? Eh bien, dans un premier temps, la principale référence théorique et méthodologique qu'on a mobilisée, c'est Philippe Tagg. Voilà, à ma connaissance, c'est quand même une référence en matière de sémiotique des musiques populaires. Et en l'occurrence, le modus operandi principal de Philippe Tagg, ça consiste à établir au travers de tests de réception une espèce de taxonomie d'associations verbales visuelles, ce qu'il appelle des associations verbales visuelles. Donc concrètement, c'est une espèce de dictionnaire musical verbal. C'est-à-dire qu'il s'agit de dire que tel musème ou tel ensemble de musèmes est typiquement associé à telle signification extra-musicale. Donc, Philippe Tagg utilise des tests de réception faits dans des conditions un peu de laboratoire, de tests cliniques, où il s'assure qu'il n'y a pas d'interférence extérieure avec les réactions que ces sujets peuvent avoir. Moi, ce que je me suis dit, c'est qu'en voyant la quantité de descriptions, celle que je vous ai montrée dans le troisième paragraphe, donc ces descripteurs esthétiques que j'avais dans ces articles sur le Dungeon Synth, je me suis dit que c'était possible de tenter le même type de classification afin de cartographier en fait quelque sorte l'imaginaire, l'ensemble des significations qui étaient associées au Dungeon Synth. Ce fut long, ce fut assez laborieux, j'ai jamais fini.
Parce qu'en plus de ça, il ne m'a pas suffi d'essayer de catégoriser tout ça, mais j'essayais de croiser ce que je trouvais avec les données de tag dans l'idée que ces associations existent dans un cadre culturel plus large. Et voilà, je n'ai jamais fini parce que ça prenait trop de temps. On était parti simplement à la base pour rédiger un article et la récolte de données s'étendait sur des mois à non plus finir. Donc, il fallait s'arrêter un moment. Deuxième projet qui a été abandonné en cours de route, toujours dans la même optique, on a voulu faire l'analyse musicale de quelques œuvres de Dungeon Synth afin de comprendre quels ressorts musicaux étaient signifiants et comment. Donc, ce qu'on a fait pour ça, c'est qu'on a pris un corpus des 10 réalisations les plus populaires sur une chaîne YouTube et on a commencé des transcriptions partielles, c'est-à-dire relevé de thèmes, d'instruments, de tempo, de mélodies, voilà. On voulait avoir le plus de détails possible sur la facture musicale de ces œuvres et même constat qu'avant, c'était extrêmement chronophage. Et en plus de ça, on a très, très vite buté sur la question du timbre parce qu'on ne savait pas comment décrire tous ces sons de synthé. Il y en avait énormément. Donc, il y avait ceux qui ressemblaient à des instruments, notamment des instruments à vent ou à cordes frottées, mais on ne savait pas exactement lesquels. C'est difficile de mettre un nom précis dessus. Il y avait ceux qui ressemblaient à rien de connu, juste à des instruments de synthèse. Et il y a aussi le phénomène de nappes de synthé superposées et multipliées à l'envi, qui rendait tout relevé harmonique ou mélodique difficile. Du coup, je vous propose encore une fois une écoute pour illustrer ces propos. Dans un premier temps, Old Tower. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a deux thèmes en fait qui se succèdent, qui sont portés par des instruments qui ressemblent à des instruments avant, mais c'est difficile de dire exactement desquels il s'agit. En fait, cette difficulté à mettre des mots sur les timbres, elle s'amplifie à mesure qu'on en entend de plus en plus. En fait, au bout d'un moment, on est tellement inondé de sons de synthé différents qu'on n'arrive plus à les classifier. Et du coup, deuxième exemple, Wincaldre. Donc, allez, premier morceau de l'album. Voilà, là, c'était plutôt pour illustrer ce phénomène de superposition de nappes de synthé qui sont en plus noyées dans la reverb. Donc, c'est vraiment un bonheur pour essayer de distinguer des thèmes ou des patterns harmoniques dans tout ça. Je voudrais aussi vous montrer des documents de travail parce que voilà, j'ai dit que j'ai fait des classifications et des relevés, mais c'était juste pour vous montrer ce à quoi ça peut ressembler. Donc ça, c'était
les énoncés descriptifs trouvés dans les articles sur Dungeon Synth, c'est-à-dire soit les renvois à d'autres genres musicaux, soit les associations verbales visuelles. Donc ça, c'est vraiment juste une partie du document. Donc comme vous voyez, il y a énormément de données à traiter. C'est un peu fouillis. Et ensuite, je peux vous montrer aussi un autre document de travail. Donc ça, c'était une fiche d'écoute sur Old Tower, donc le premier exemple musical que je vous ai fait écouter. Voilà, là, pareil, il s'agissait d'avoir le plus d'informations possible. Vous noterez l'espèce de tentative de classification des instruments de synthèse. J'avais inventé les acronymes IVNI, ICNI et ISNI pour instruments avant, à cordes et synthétiques non identifiés. Voilà, c'était assez loin. C'était allé assez loin. Donc, face à ces difficultés en fait, de traiter la quantité de données qui se présentaient à nous, on a décidé de prendre du recul, Baptiste et moi, en se plaçant non pas au niveau de l'œuvre de Dungeon Synth, mais au niveau de la catégorie Dungeon Synth. Et c'est ainsi qu'on a débouché sur la question du genre. Donc, je laisse la parole à Baptiste pour vous expliquer comment on a construit notre corpus. Alors, en tant que bon historien de la musique, je suis obsédé par la notion de corpus. Donc, il me fallait un corpus. Il nous en fallait un. Alors, l'idée, c'était donc de trouver le corpus déjà, et puis surtout trouver la source qui nous permettait de le constituer. Et le choix était assez évident. Fallait utiliser ce par quoi ça avait commencé, c'est-à-dire la chaîne YouTube de Dungeon 6 Archives. Et vraiment, constituer cette chaîne comme la source. Mais il me semble aussi nécessaire de préciser qu'on aurait pu aussi choisir une autre source, par exemple Bandcamp. Ça aurait pu être très utile, puisque d'ailleurs, le Dungeon Synth, c'est très présent sur Bandcamp. Même, il y a des manières péjoratives, on dit que c'est un genre Bandcamp. Mais la chaîne YouTube de Dungeon Synth Archives a une particularité, c'est-à-dire qu'elle prend en compte les artistes jugés historiques, ou en tout cas considérés comme tels. Elle effectue en fait un processus de canonisation, c'est-à-dire, selon Joshua Gunn, un processus actif au sein des communautés d'amateurs d'un genre musical qui vise à délimiter le champ de ce genre par rapport à certains groupes jugés historiquement significatifs. C'est par comparaison avec ces artistes jugés centraux que d'autres artistes viennent à être intégrés dans ce genre. Donc, on a vu les artistes historiques, Gravel, Burzum, Dean Kirkwood. Et donc, vraiment, ce processus de canonisation est vraiment, il est à l'œuvre, en fait, dans la chaîne YouTube, ce qui était absolument parfait. Alors, je vais rapidement présenter la chaîne. Donc, c'est une chaîne qui compte plus de 800 vidéos, déjà. Et de nouvelles vidéos s'ajoutent régulièrement. Actuellement, c'est à peu près une par semaine, j'ai noté. Ces vidéos sont en réalité, donc, vous l'avez compris, les enregistrements complets de démos, de d'EP, de split ou d'albums étiquetés Dungeon Synth. À notre connaissance, ces plus de 800 vidéos sont le regroupement d'enregistrements de ce type de musique qui est le plus important sur Internet et même de manière générale. Alors, si nous avions donc cette source sur laquelle travailler, il fallait construire le corpus. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. La première idée était, qu'au final on a quand même adopté, était de faire 2 corpus. Le premier corpus donc, devait constituer des 100 premières vidéos postées sur la chaîne. Il fallait aussi faire attention à ce qu'il n'y ait pas de doublons, qu'on n'ait pas par exemple 2 fois Mortis. Et si c'était le cas, par exemple, on passait à la vidéo suivante. Il fallait en fait qu'on utilise les informations dans la description de chaque vidéo, à savoir le nom de l'artiste, le titre de l'album, l'année de parution, le genre, c'est-à-dire l'étiquette, le pays et la liste des morceaux. L'année permettait d'ailleurs de faire des statistiques générales de l'émergence de Dungeon Synth. La même chose pour le pays. Et enfin, le genre permettait en fait de dresser un portrait robot des catégories employées et à l'aide de ces catégories, de repérer les thèmes et les imaginaires récurrents.
Le deuxième corpus devait être lui, constitué des 10 réalisations les plus populaires de la chaîne YouTube. Le but était d'analyser finement à la fois le contenu des visuels, de la musique, mais aussi des textes s'il y en avait. D'ailleurs, pour les textes, souvent, on allait sur la page Bandcamp, où il y avait souvent une petite présentation du projet. Alors, si nous étions déjà en fait face à plusieurs difficultés. Tout d'abord, la création du premier corpus était particulièrement longue et fastidieuse, mais ce n'était pas impossible. Ensuite, l'analyse du second corpus est avérée compliquée, comme l'a expliqué Julia. Analyser musicalement 10 réalisations de durée allant de 29 minutes à 1h20 était en fait une tâche complètement faramineuse. Un peu péché par ambition. Voilà. Le premier corpus, on a décidé de le modifier. C'est-à-dire qu'on a pris les 799 vidéos qui étaient présentes sur la chaîne en février 2021, donc, pour vous dire à quel point on a mis du temps à préparer cet article. Et en fait, on s'est dit, au lieu d'aller dans les descriptions, on va utiliser les titres des vidéos qui contiennent à chaque fois 4 informations. Le nom de l'artiste, le titre de l'album, l'année et le ou les étiquettes qui lui sont associées. Là, vous voyez par exemple Fief 2, Dungeon Things. Voilà, ça nous permettait de... Diplodocus, là, tout en bas, là, la pochette verte. Dino Things. Voilà. C'était une approche qui était beaucoup plus directe et beaucoup plus synthétique. Et nous avons cherché dans un premier temps à recueillir les données statistiques sur les dates de sortie des réalisations, ce qu'on avait fait avant, et obtenir de la sorte en fait un premier ensemble de données. Le premier corpus, on a décidé que ça allait être le même, mais on n'allait pas analyser de la même manière. Au lieu d'analyser très finement, on allait plutôt essayer de repérer les éléments musicaux qui étaient les plus récurrents. Voilà. Alors, après cette présentation générale de la source, je vais laisser Julia vous présenter plus en détail le travail sur le corpus. Voilà, du coup, le fait d'avoir élaboré ces corpus qui étaient assez définis, ça nous a permis de passer de cette première question de recherche qui était comment est-ce que le Dungeon Synth crée une expérience musicale spécifique, vaste question, trop compliquée à traiter pour une première approche de cet objet. On est passé à une deuxième question de recherche, comment est-ce que le Dungeon Synth se construit en tant que genre? On avait déjà quelques éléments, le récit des origines dont nous avons déjà parlé, certains canaux de diffusion et de discussion privilégiés, dont cette chaîne YouTube. Mais pour nous, le gros des informations à traiter et là où on avait à intervenir, c'était au niveau de l'imaginaire qui était mobilisé. Donc, pour suivre cette logique de catégorisation, nous nous sommes d'abord intéressés aux étiquettes, dont nous avions déjà constaté une prolifération sur Dungeon Synth Archives. Pour dire tout simplement, il y avait beaucoup d'étiquettes, ce qui pour un tout petit genre confidentiel comme ça interroge. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de constituer toutes ces étiquettes en corpus et de les trier, ce qui était relativement facile avec des outils de linguistique de corpus. Donc, en fait, j'ai utilisé RStudio. C'est un outil de linguistique de corpus qui permet de trier un fichier texte. Et en l'occurrence, sur Dungeon Synth Archives, l'année de parution et l'étiquette sont présentes entre parenthèses. Du coup, c'est possible de demander une recherche. Donc, voilà, on demande au logiciel de sortir tout ce qui se trouve entre parenthèses et puis à partir de ça, on arrive à trier. Et donc, on a obtenu toutes les étiquettes qui étaient visibles sur cette chaîne YouTube. Et ces résultats, on a décidé de les présenter sous forme d'arborescence afin de faire apparaître différentes constellations de signification propres au Dungeon Synth. Et celles-ci, nous les avons réparties en 4 catégories. Donc ça fait partie des résultats dont on discute dans l'article. Donc d'abord, il y a les renvois à d'autres genres musicaux. Pareil, on a quand même un ensemble assez dense. Il y a des références culturelles spécifiques, c'est-à-dire littéraires, cinématographiques ou de jeux vidéo ou de jeux de rôle. Troisième catégorie, des aires de référence historiques et ou géographiques constituées en imaginaire. Donc, il ne s'agit pas d'être réaliste, en fait, c'est vraiment l'imaginaire qui est associé à ces aires de référence. Et enfin, une quatrième catégorie de sens, c'est des adjectifs qui semblent décrire une qualité
ou une impression que la musique peut susciter. Encore une fois, ce qu'on trouvait déjà dans les articles de la webographie. Et c'est seulement ensuite que nous avons commencé à collecter des éléments visuels et textuels, puis musicaux, qui pouvaient être rattachés à ces catégories. Donc, par exemple, on a fait un grand travail de traitement des pochettes d'albums, où on a pris un exemple de pochette d'album pour chaque type d'étiquette différente, et on s'est attaché à décrire ce qui était sur la pochette. Donc, pareil, toutes les informations possibles, style, palette de couleurs, iconographie, etc., etc. Alors, il y a deux remarques que j'aimerais faire a posteriori sur ce travail-là de récupération, de reconstruction, en quelque sorte, de la catégorisation à l'œuvre dans Dungeon Synth. La première, c'est que ce qui était frappant avec tous ces éléments, surtout avec les pochettes d'albums, les textes et aussi certains éléments musicaux, c'était à quel point on se retrouvait en terrain connu. C'est-à-dire qu'on a vraiment, enfin, on voit vraiment les artistes de Dungeon Synth réutiliser ou recycler, on pourrait dire, quantité d'éléments qui appartiennent à un imaginaire qui est extrêmement balisé, codifié, déjà connu. Et visuellement, par exemple, c'était particulièrement frappant parce qu'en décrivant ces pochettes d'albums, en fait, ce qu'on voyait, c'était des miniatures médiévales ou des estampes japonaises, du Tolkien, des images qui rappellent un univers visuel de bande dessinée ou de contes pour enfants ou de couvertures de romans de fantasy ou de science-fiction, ou encore, en pochette d'album, des photos granuleuses en noir et blanc qui étaient réminiscentes du black metal. Et musicalement aussi, cette impression de déjà vu ou déjà entendu était très présente. Et je vais donner un exemple juste après. Deuxième remarque, en corollaire de cette première, c'est qu'il y a une facilité étonnante, en fait, avec laquelle nous, c'est-à-dire Baptiste et moi, nous sommes construits une image synthétique de Dungeon Synth. Alors, nous avons insisté pas mal au cours de cette communication sur la qualité foisonnante des éléments discursifs ou visuels auxquels nous avons été confrontés et sur une certaine difficulté à les contenir. Mais en fait, nous sommes arrivés de manière excessivement simple et directe à cette conclusion que le propre du Dungeon Synth, c'était de graviter autour d'un imaginaire médiévaliste et fantasy. Donc, tout le travail de recherche, en fait, une fois qu'on est arrivé à ce constat, a consisté non pas à synthétiser cette idée, ni à la mettre en doute, mais à récupérer les éléments qui nous y avaient conduits. Et je vais m'arrêter sur cette idée de synthèse aussi au niveau de l'écoute musicale, parce que dans la toute dernière partie de l'article, on esquisse en quelque sorte une stylistique musicale du Dungeon Synth. Donc voilà, quels éléments musicaux sont utilisés pour connaître le médiévalisme à partir des 10 albums les plus écoutés. Alors, c'est une piste qui demande encore à être explorée, mais ce qui se passe, c'est que certaines directions musicales prises par le Dungeon Synth sont laissées de côté comme étant moins représentatives, alors qu'elles restent par ailleurs intégrées au genre. Elles ne sont pas seulement pas présentes dans ce corpus des 10 albums les plus écoutés, mais nous, en tant que chercheurs, on ne s'attendait pas à les y retrouver. Donc, je vais vous inviter en deux dernières écoutes à écouter deux exemples de réalisations qui sont étiquetées simplement Dungeon Synth, mais qui stylistiquement diffèrent de ce que nous entendons dans notre corpus des 10 réalisations les plus populaires et que nous avons retenues pour notre stylistique du Dungeon Synth. Donc, en premier lieu, Castle Zagix, je laisse Baptiste faire écouter. Voilà, là, stylistiquement parlant, on est quand même sur quelque chose qui ressemble beaucoup plus à de la musique symphonique de film, en fait, néo-hollywoodienne. Et notamment, je ne sais pas si vous connaissez très bien la musique du Seigneur des Anneaux, mais ça ressemble énormément à des thèmes qui ont été écrits par Howard Shore. Et
Deuxième exemple, un titre d'un album de Mouké Prabeli, que je laisse aussi. Voilà, vous avez la pochette, je laisse aussi Baptiste vous faire écouter. Donc voilà, là on est sur quelque chose qui ressemble beaucoup plus à de l'EDM que quelque chose de médiévalisant et ou ambiante. Donc la question que cela appelle, c'est qu'est-ce qui s'est passé en fait dans nos têtes pour qu'on laisse a priori ces exemples de côté comme étant moins représentatifs ou marginaux. Ben, tout se passe comme s'il y avait eu une masse critique en fait, des traits que nous avons retenus au fil de nos écoutes et que, encore une fois, il s'agissait de les retrouver sous la forme d'exemples précis, ce qui s'est passé en fait quand on a eu ce corpus des réalisations les plus écoutées. Donc, à nouveau, voilà, la phase d'analyse musicale avait quelque chose de facile, voire d'évident, qui laisse penser qu'à ce moment-là de notre recherche, on fonctionnait déjà sur le mode de la reconnaissance, ce qui est d'autant plus intéressant que, comme je l'indiquais au début de la communication, pour moi, voilà, ce genre musical m'était quasi inconnu. Donc, je laisse la parole à Baptiste pour conclure. Alors, vous l'aurez compris, hein, avec cette communication, comme l'article dont elle découle, elle ne se place pas dans une perspective positiviste. Hein, il ne s'agit pas de produire une somme de connaissances sur un sujet, ce qui n'est pas un souci d'ailleurs, mais plutôt la chronique du coup de notre réception d'une production artistique à travers une source spécifique. Et là, j'insiste à nouveau, hein, une catégorie ne se découvre pas toute nue. Nous sommes toujours informés avant même de débuter notre recherche. Le chercheur ou la chercheuse n'est pas une page blanche. Hein. Cela a été le cas dans l'écoute systématique du second corpus, car nous avions déjà établi une liste de traits musicaux dont nous cherchions des exemples. Alors, ça ne veut pas dire que notre recherche est faussée, mais que nous avons en fait trouvé ce que nous cherchions. Notre oreille était déjà formée. Nous avions déjà appris à écouter, enfin en tout cas comment écouter le Dungeon Synth. Nous étions formés déjà donc une idée de ces grandes caractéristiques, à la fois musicales, mais aussi thématiques, visuelles ou imaginaires, en raison, et ça j'insiste, sur nos intérêts et nos cultures en musique, en littérature, notamment l'intérêt que nous avons tous les deux pour les littératures de l'imaginaire, dont la fantaisie, mais aussi de notre intérêt pour les cultures underground, et principalement celles plus noires, hein, comme le black metal, la culture goth ou l'industriel. En résumé, hein, on voit ou on entend mieux ce que l'on connaît déjà. Alors, je vais vous prendre un exemple de ce phénomène. Par exemple, certains projets de Dungeon Synth sont des musiques très proches de jeux vidéo et notamment de RPG, de roleplay game plutôt des années 90. Ça, c'est des musiques que je connais bien parce que j'ai joué à beaucoup de RPG dans ma vie, donc je connais très bien cette musique. Par contre, Yulia, qui n'y a pas joué, n'avait pas ce lien, ou en tout cas ce renvoi sémantique vers cet imaginaire-là, ce que j'avais tout de suite. Ce qui souligne bien à quel point en fait, le fait de situer son point de vue, de dire et de savoir d'où l'on parle, et surtout à partir de quoi, est une chose essentielle en sciences humaines et sociales. Cette connaissance permet aussi de mettre en lien la musique et l'imaginaire produits par les artistes de Dungeon Synth et certains procédés de composition, voire des inspirations très évidentes, comme ce qu'on vient d'écouter avec Castle Zagix, qui est donc très proche de la musique de Warshore pour la trilogie du Seigneur des Anneaux. Et là, c'est un peu comme s'il existait, ça c'est une hypothèse qu'il conviendrait de détailler, mais des procédés de composition associés à certains univers, d'ailleurs des grands topoi musicaux,
Alors, je conclurai en signalant que le Dungeon Synth, et là vous l'avez compris, en réalité assez hétéroclite stylistiquement. Là, je parle vraiment du point de vue du matériau musical. Il y a de grandes lignes de force, notamment celles qu'on a présentées dans l'article, donc la fantaisie et le médiévalisme, mais aussi normalement de ce que j'appellerais des fines lignes faisant des liens avec des musiques et des imaginaires différents, du néoclassique, de la cosmic music, en passant par l'industrial dansant des années 80. Là, je vais vous donner un exemple, c'est le projet français qui s'appelle Erang. Et donc, vous voyez Erang, hein, qui passe aussi bien du Dungeon Synth médiévalisant, c'est tout en bas à gauche, un album d'inspiration western, que vous voyez en haut à droite, un plus proche de la Synthwave, en bas, anti-futur, jusqu'à la Cosmic Music de Tangerine Dream ou Klaus Schulze, avec le dernier album, Prisonnier du rêve. Et là, on voit à quel point la catégorie Dungeon Synth est en fait une catégorie qui est en construction, extrêmement plastique et extrêmement vivante. Et cette vitalité ne peut appeler en fait qu'à continuer d'explorer cette catégorie musicale et de l'interroger. Donc là, c'est voilà, peut-être l'avenir de ce travail sur le Dungeon Synth. Merci de nous avoir écoutés.